Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet moins politique, quoique, c'est quoi un virus? Alors, virus au sens large, incluant les bactéries, les microbes, disons. Et comme toujours, nous allons faire un volet historique, philosophique et politique, puisque tout est politique dans la vie. Je commence mon introduction. Je base en partie mon récit d'aujourd'hui sur un livre qui s'appelle The Real Anthony Fauci, que mon neveu Karl a bien voulu me résumer parce que je l'ai lu vraiment en travers. Quand je m'inspirais de ce livre, je vous le dirai. Je vais vous le mettre ici, ou là plutôt d'ailleurs, pour que vous puissiez voir de quoi je parle. C'est intéressant, bon, c'est conspirationniste, bien évidemment. Voilà. Bon, alors avant d'aller un peu dans le vif du sujet, on va faire un peu de biologie. Ne vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas aller bien loin, car ce n'est pas mon domaine de prédilection. Mais c'est intéressant la biologie, il faut avoir quelques notions. D'accord? Donc je vais me baser en partie sur Wikipédia. Alors, ce qu'il faut, avant de parler de virus ou de bactéries, avant de parler des microbes, on va quand même rappeler ce que c'est qu'une cellule dont nous sommes constitués. Alors le nom cellule vient du latin cellula. Vous savez, les moines sont enfermés dans des cellules, chambres de moines. C'est l'unité biologique la plus petite, d'accord, et elle sait se reproduire, d'accord. Dans une cellule, en fait, vous avez donc une membrane ADN. Et la cellule, vous avez de l'ADN et de l'ARN. Après, je vais faire le distinguo. Une cellule peut se reproduire et c'est à partir d'une cellule que nous sommes créés. Et cette cellule contient toute l'ADN, c'est-à-dire notre cartographie pour créer ce que nous sommes. Alors, une cellule, c'est bien évidemment un être vivant, hein. Alors, comment elle se reproduit, cette cellule? Et c'est important de le comprendre parce qu'on va en parler après. Vous avez tout d'abord l'ARN, qui est sans doute plus ancien que l'ADN, qui est la première, on va dire, molécule qui sait se répliquer. Et elle sert à transférer le code génétique du noyau, donc de la cellule, à d'autres éléments comme les ribosomes des cellules eucaryotes par exemple, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans des détails que je ne maîtrise absolument pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ARN, c'est un messager, donc c'est pour ça qu'on parle d'ARN messager, en chaîne d'acides aminés constitutifs de protéines, de protéines, d'accord. Donc l'ARN, elle a une seule hélice, vous savez, comme l'ADN, un simple brin, donc elle est plus primitive, on peut dire, que l'ADN. Ensuite, on a l'ADN. L'ADN, c'est vraiment l'élément qui stocke notre information génétique, hein. À long terme, c'est quand même grâce à elle, elle a deux hélices, hein. Donc elle transmet l'information génétique, notre héritage génétique, quand elle crée de nouvelles cellules. Donc elle a une double hélice, ça j'ai déjà dit, et bon, bah, c'est le support de l'hérédité. C'est grâce à l'ADN que nous avons des gènes hérités de nos parents, de notre ethnie en sens général, et de l'espèce humaine au sens plus précis, hein. Alors, voilà le petit distinguo entre l'ARN et l'AN. Ce qu'il faut un peu retenir, c'est que l'ARN c'est plus primitif, plus ancien certainement, et que c'est un messager, et qui contient également, enfin, un messager d'informations génétiques, hein. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est quoi un microbe? Alors le microbe, ça inclut les bactéries et les virus. Alors d'abord, il faut savoir que notre corps contient plus de bactéries que de cellules. D'accord? C'est tout à fait gigantesque. Alors, une bactérie, c'est un microbe qui a une cellule. D'accord? Donc, elle est
auto-réplicables, elles s'auto-répliquent. Donc les bactéries, c'est par exemple des intoxications alimentaires, des infections respiratoires, urinaires, pneumonie. Bon, on estime le nombre de bactéries dans notre corps humain, un corps humain standard, hein, 70 kg, 80 kg, 1m70, 80, à 39, alors écoutez bien, à 39 000 milliards de bactéries. Alors c'est un chiffre gigantesque, c'est 39 000 milliards. C'est plus que le nombre d'étoiles qu'on peut compter. Donc c'est juste énorme, d'accord? Et sans ces bactéries, nous ne pourrions pas vivre. Alors je donne quelques exemples de maladies liées aux bactéries. La peste, le choléra, la tuberculose, l'angine. Et les bactéries peuvent être traitées avec des antibiotiques. D'accord? Alors maintenant, c'est quoi un virus par rapport à une bactérie? Ben, un virus, c'est sans doute plus ancien que les bactéries. D'accord? Et c'est un microbe qui n'a pas de cellules. D'accord? Donc un virus est obligé d'aller sur un hôte, c'est-à-dire sur une cellule. Alors certains scientifiques disent qu'un virus n'est pas un être vivant parce qu'elle ne sait pas s'auto-répliquer. Elle a besoin d'envahir un hôte, une autre cellule, pour se reproduire. Alors, pareil, il y a un nombre de virus énorme, de quantités énormes. Et sur Terre, il y a à peu près, écoutez bien le chiffre, 1 million de quadrillions de virus. D'accord? La plupart sont inoffensifs pour nous. Et notre génome est constitué d'environ 10% de virus, d'apports de virus extérieurs. Donc les virus, c'est pareil, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Chaque minute, nous respirons 200 000 virus. 200 000. Autrement dit, ce sont plus de 150 milliards de virus qu'on respire chaque année. Donc c'est énorme, juste énorme. D'accord? Et sur cette quantité de virus, sur les 5000 qu'on connaît à peu près bien, seules une centaine sont jugés pathogènes, c'est-à-dire nocifs pour nous. Alors, les virus déclenchent quoi comme maladie? Je pense que ça, vous l'avez à peu près en tête. Hein? Donc la grippe, rhume, donc le SRAS-CoV-2, Covid, l'hépatite, l'herpès, la grippe aviaire, la varicelle, la vérole, dont on a entendu parler récemment. Il me semble, la vérole, je ne suis pas sûr, hein, mais je crois. Hein. La rougeole, j'ai dit, et le sida, bien évidemment. L'hépatite C également, Ebola, et tous les coronavirus. Alors, il faut aussi comprendre, et ça c'est important, c'est que les virus ont le rôle de régulateur des bactéries. Sans virus, des bactéries se développeraient à l'infini. Donc vous voyez, il y a une symbiose, on a besoin des deux pour vivre. Alors c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Sans les virus, là je cite le professeur Denis Allemand, sans les virus, les bactéries pathogènes, comme le choléra, se multiplieraient à l'excès, c'est-à-dire à l'infini. D'accord? Et on serait gravement malade. Alors, les virus ne se soignent pas avec de l'antibiotique. Hein. En fait, on ne peut pas soigner les virus. Il n'y a pas grand-chose à faire. Si ce n'est de laisser notre corps réagir. Alors, autre point important, on commence à connaître aujourd'hui le rôle des virus dans l'écosystème marin, très important, hein, qui régule, une fois de plus, le nombre de bactéries. Sans les virus, les bactéries se multiplieraient à l'infini. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc voilà un peu le distinguo entre une bactérie et un virus, qui sont tous les deux des microbes, et dont notre organisme a besoin pour vivre. Alors maintenant, je rentre dans la partie un peu historique. Alors, je vais vous raconter une histoire assez intéressante dans la partie historique. Je ne vais pas vous faire l'historique des virus et des bactéries, j'en ai pas du tout la compétence. Retenez juste que les virus sont plus anciens que les bactéries, comme l'ARN est plus ancien que l'ADN. Hein, et que sans virus, il y aurait une prolifération des bactéries. Les bactéries se transmettent souvent par contact, par la saleté, le choléra par exemple, c'est par les excréments. Un virus est plus contagieux dans le sens où
il est souvent plus petit, quoique il y a des grands virus, mais voilà. Bon, dans les deux cas, hein, ça, vous le savez aujourd'hui, il faut l'hygiène compte beaucoup, mais pas trop. C'est là où j'en arrive à mon histoire qui est très intéressante. Alors, on pense, peut-être certains pensent toujours aujourd'hui, mais maintenant c'est remis en question. Alors, lorsque Christophe Colomb est arrivé au Nouveau Monde, aux États-Unis, en Inde, il a apporté avec lui tout ce qui est petite vérole, la variole, enfin toutes ces maladies qu'on avait nous, et que les Amérindiens n'ont pas supporté parce qu'ils n'avaient aucune immunité, et en fait la plupart sont morts de maladies. Alors la petite vérole, etc., on en souffrait aussi en Europe, hein, au même moment, hein. On ne pouvait pas la soigner. Et en échange, on a pensé que la syphilis, qui n'est pas un virus mais une bactérie, a été ramenée par l'équipage de Christophe Colomb, qui aurait donc été au contact des Amérindiens, et notamment des Amérindiennes, aurait ramené la syphilis en Europe. Alors la syphilis, pour rappel, c'est une maladie assez grave et qui se développe en 3 étapes. La première, vous êtes contaminé. La deuxième, vous commencez à être un peu malade, vous avez des problèmes un peu de concentration, un peu de folie, etc. Et la troisième étape, c'est la plus horrible. En fait, ça troue les os, ça déforme les os, et notamment au niveau du front. Donc il y a des trous dans la boîte crânienne, etc. Bon, avec le pus, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, etc. Voilà les 3 stages de la syphilis. Alors, en général, on meurt avant le 3e stade, hein, si on ne se soigne pas. Mais on peut arriver au 3e stade. Alors, pendant extrêmement longtemps, on a cru que c'était un cadeau en échange de bienvenue des Amérindiens. Sauf qu'il y a, dans les années, je crois, 80-90, en Angleterre, au nord-est de l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, on a, lors de travaux publics, trouvé un ancien moine, enfin un ancien monastère, pardon, avec un cimetière attenant. Et c'était de l'ordre des Saint-Augustin, qui était à peu près au XIVe siècle, donc avant Christophe Colomb, 100 ans à peu près avant Christophe Colomb. Et là, on a découvert des ossements dans ce cimetière, et on a découvert des os au niveau 3 de la syphilis, 100 ans avant Christophe Colomb. Alors là, ça a remis un peu en question les choses. Alors c'était un ordre de soignants, en fait, hein. Les Saint-Augustins recevaient des malades et les soignaient. Alors là, ça remet totalement en question les choses. Et donc la syphilis existait bien avant. Et du coup, après, on a fait des recherches à Pompéi et on a aussi trouvé des os au stade 3 de la syphilis. Donc la syphilis a toujours existé, sauf qu'en en fait, elle n'était pas connue et on mourait avant largement, puisqu'on n'avait pas beaucoup de remèdes. Et on allait rarement au stade 3 parce que c'est vraiment là, il faut être soigné. Donc vraiment, des gens riches pouvaient peut-être atteindre ce stade de la maladie et mourir dans des atroces souffrances par la suite. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire, alors pourquoi la syphilis aux États-Unis, c'est-à-dire chez les Amérindiens, était une maladie à pathogène faible. En fait, personne mourait vraiment de syphilis. On avait des rougeurs sur la peau, des choses comme ça. Et pourquoi en Europe, cette même maladie, d'abord devient une maladie sexuelle, sexuellement transmissible et extrêmement dangereuse, puisque Nietzsche, par exemple, qui a eu la syphilis, a eu des problèmes de folie, de raisonnement et ainsi de suite. Et l'explication, tenez-vous bien, elle est très intéressante pour la suite de notre discussion, c'est qu'en fait les Amérindiens laissent le virus se propager dans le sens où ils vivent à moitié nus, comme de bons sauvages, et se touchent. Hein, les peuples, comme en Asie, etc., c'est des peuples qui se touchent beaucoup, d'accord? Il y a des contacts. Et le fait que, de ces contacts, le fait de ne pas être trop habillé, de ne pas être trop... avoir trop de préoccupations d'hygiène, fait que le virus peut se propager librement. Et donc, il est heureux dans ce stade assez inoffensif. Pourquoi? Parce que le but d'un virus, c'est de se reproduire. Enfin, là, en l'occurrence, c'est une bactérie, pardon. Et c'est le but de tout organisme vivant est la reproduction. Et donc, tant que la syphilis pouvait se reproduire de manière facile et rapide, etc., elle n'a pas besoin d'évoluer, il n'y a pas trop de mutations, et elle est contente comme ça. Et en fait, les Amérindiens ne meurent pas de syphilis, il n'y a pas de stade 3 de syphilis, etc., etc. Tandis qu'en Europe,
pour des raisons sans doute aussi climatiques, mais également par l'évolution des sciences, etc., on a commencé à se protéger par de l'hygiène contre la syphilis. Et là, la syphilis a commencé à muter, d'accord? Et elle est devenue de plus en plus dangereuse afin de continuer à pouvoir se reproduire, jusqu'à arriver au stade de la syphilis que nous avons en Europe, c'est-à-dire maladie sexuellement transmissible, avec des stades beaucoup plus mortels et pleinement mortels, jusqu'au stade 3 de la syphilis, qui est quelque chose d'horrible. Hein. Je vous inviterai à regarder, je ne mettrai pas de photos, mais c'est quelque chose d'assez horrible. Alors c'est quoi la conclusion, l'idée de cette histoire de nos amis les microbes? C'est qu'en fait, plus on cherche à se protéger de quelque chose, d'un virus ou d'un microbe, et bien plus il va muter, parce que plus on va l'empêcher de se reproduire. Vous voyez, on ne peut pas empêcher les gens de vivre, on ne peut pas empêcher même notre ennemi, même celui qu'on va, j'anticipe la partie un peu philosophique, mais voilà, quoique, on va terminer ici. Vous avez compris, le sens de cette explication, c'est que trop d'hygiène va empêcher un virus de se développer ou une bactérie de se développer, et donc du coup elle va muter pour chercher à survivre. Et souvent en mutant, c'est pas forcément le cas, hein, mais la syphilis ça a été le cas, elle devient plus dangereuse, plus pernicieuse, et le seul moyen qu'elle avait, la syphilis en Europe, comme il y a moins de contact de peau, on se touche moins, etc., pour des raisons climatiques, civilisationnelles, culturelles, eh bien le contact le plus direct, c'est lors de la copulation, lorsque vous faites l'amour à votre femme, ou à votre homme, si vous êtes une femme, ou si vous êtes LGBT, ben, vous faites comme vous voulez, et à ce moment-là, le virus a trouvé ce moyen-là pour se propager. Vous voyez, c'est toutes les maladies sexuelles. Voilà, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Alors maintenant, je passe dans la partie philosophique. Alors, un microbe, un virus, une bactérie, au point de vue philosophique, si vous voulez, c'est souvent, notamment le virus, hein, on va traiter de virus. Par exemple, les nazis ont traité les juifs d'être des virus, c'est-à-dire, ou les tziganes, enfin, toute minorité qui vit, entre guillemets, au crochet de la majorité, va être traitée à un moment donné de virus, d'accord, de profiteurs, etc., etc., comme une sangsue qui prend toute votre énergie, etc. Donc là, d'un point de vue philosophique et symbolique, c'est très puissant. L'idée du virus est très puissante. Et donc, d'autant plus si le virus est sexuel, d'accord? Par exemple, le sida. Le sida, c'est un virus. Il est sexuel comme le monkeypox, qui lui est une bactérie, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, je ne sais pas, il faudra vérifier. Mais peu importe, ce sont des microbes et les deux se transmettent par des contacts, on va dire, sexuels, parce que dans notre société occidentale, nous protégeons notre corps, et donc du coup, les virus mutent, les bactéries s'adaptent pour pouvoir se reproduire. Et ça, on peut faire une analogie dans l'espèce humaine, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours eu des minorités au sein de majorités. Par exemple, chez les Gaulois, les Francs, les Germains furent une minorité, mais qui capta le pouvoir, et qui a capté le pouvoir jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, en devenant ensuite, changeant de religion. Mais parfois, ces minorités sont rejetées, comme il y a eu pendant toute l'époque du Moyen-Âge et au Moyen-Âge jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec notamment les communautés israélites qui ont été à un moment ou l'autre de l'histoire rejetées, maltraitées, pogromées, et avec Hitler, après avoir essayé de s'en débarrasser par maintes façons, dans un programme d'extermination. Et vous retrouvez cette même idée de virus, de bactéries, etc., aujourd'hui en Ukraine, alors que ce sont deux peuples frères, parce que là, on parlait de ADN, vous faites un test ADN à un Russe et un test ADN à un Ukrainien. Alors je ne parle pas de Khazars ou je ne parle pas de turcophones, enfin de turco, etc. Je parle vraiment de Russes blancs et de Ukrainiens blancs. Vous faites un test ADN, c'est exactement la même ethnie, ce sont des frères. On les a séparés culturellement, on les a séparés parce qu'il y en a qui sont un peu catholiques, etc., etc. Mais en réalité, ce sont des frères qui font une guerre fratricide pour, en réalité, deux empires, qui est l'empire américain et l'empire russe.
Et c'est toujours le petit peuple qui morfle, comme d'habitude, ça a toujours été le cas dans toute l'histoire. Et là, eux, ils vont se traiter de virus, de profiteurs, de bactéries, de tous ces mots-là, parce que c'est une façon, d'un point de vue philosophique, de diminuer l'autre, de le déhumaniser, de le rendre, de le comparer à un virus, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de mauvais, hein, parce que dans notre imaginaire, le virus est mauvais. Alors que non, non. Et c'est justement là où on se trompe, c'est que sans virus, nous ne vivrions pas. Les virus ne sont pas mauvais en soi. Ils deviennent mauvais lorsqu'ils ils ne peuvent plus se reproduire pour X raisons, et qu'ils mutent, et qu'ils s'adaptent, et qu'ils changent, et qu'ils trouvent des voies différentes de ce qu'elles étaient avant. Par exemple, prenez le cas de la syphilis, pour pouvoir continuer à vivre, puisque l'objectif de tout être vivant est la reproduction et la vie. Alors, ça veut dire quoi aussi si on projette ça sur les humains, c'est que même une majorité a besoin de minorité pour son organisme civilisationnel. Alors, il ne faut pas que ces minorités permutent et deviennent dangereuses pour la majorité, mais si elles ne le font pas et qu'elles restent de gentils virus, c'est-à-dire de minorités qui vont dans le sens commun de la reproduction et de la survie du peuple et de la civilisation en question, elles sont extrêmement bénéfiques parce qu'elles nous apportent des choses nouvelles. Elles permettent, vous savez, l'évolution, elle se fait par accident et elles nous permettent de continuer à évoluer. D'accord ? C'est du sang neuf, c'est des apports. Les Francs ont apporté tout leur système juridique, d'organisation aux Celtes. Les migrants, aujourd'hui, l'Afrique du Nord nous a apporté plein de choses, nous a redonné du goût aux sciences qu'on avait un peu perdu au Moyen-Âge. Ouais, il y a toujours des apports, tant que ça reste raisonnable et tant que ça ne devient pas un pathogène, un apport pathogène, tant que le virus ou les bactéries ne se transforment pas dans l'idée de nous tuer ou de nous remplacer ou de nous prendre en otage comme un virus qui viendrait chez nous pour nous transformer totalement. Mais en petite quantité, c'est extrêmement bénéfique. Ça nous permet d'évoluer. Hein. L'apport de la civilisation israélienne, israélite, juive est très important. De l'apport de la civilisation musulmane est très important. Ça nous permet de rester éveillés et d'évoluer. L'apport de toutes les cultures. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de pathogène. Il ne faut pas que le virus devienne dangereux. Et s'il devient dangereux, eh bien, il faut s'en protéger. Voilà ce que j'ai à dire au niveau philosophique. Pour résumer, nous avons besoin de virus et de bactéries pour vivre. Vous savez que toute notre flore intestinale, etc., est remplie, notre corps est rempli de bactéries. Et les virus sont là pour les réguler en quelque sorte, pour pas qu'ils se multiplient trop à l'infini. Et dans ces systèmes-là, vous avez aussi un virus qui est le virus de l'immortalité. Alors je ferme la parenthèse que j'ai faite avant avec les virus et les humains, et la société des hommes. Et là je fais une petite parenthèse sur le virus de l'immortalité, parce que c'est quelque chose que vous savez que en réalité, une bactérie pourrait se reproduire à l'infini. C'est qu'elle a une durée de vie inscrite dans son... c'est pas l'ADN, je crois, c'est ailleurs, mais enfin, peu importe, vous regarderez par vous-même. Si vous voulez, elle s'insère dans le génome. Et il y a des virus, dans certains animaux, par exemple, qui ont cette capacité de se régénérer. Et là, en l'occurrence, le virus de l'immortalité, il va s'insérer dans le génome et supprimer ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée, d'accord ? Et c'est le processus par lequel la cellule va commencer à s'autodétruire dès qu'elle reçoit ce signal. Mais si on enlève ce signal, une cellule peut vivre éternellement. Et là, je fais une autre parenthèse philosophique extrêmement importante, dont je parle un peu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans Révolution, c'est que c'est la mort qui nous fait évoluer. Sans mort, il n'y a pas d'évolution. Sans mort, nos enfants n'évolueraient pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est par la reproduction et les apports justement de virus et de bactéries extérieures que lorsque nous nous reproduisons, qu'il y a des changements, des évolutions.
et qui permettent en général de nous adapter, de mieux nous adapter à notre terrain, à notre géographie, à notre civilisation. Et également par des accidents. D'accord ? Il est fort possible que notre cerveau se soit développé dans un accident, que nous ayons acquis cette puissance cognitive par accident. Ce n'est pas obligatoirement une évolution à la Darwin, etc., qui est aussi remis en question. Ou alors, ça peut être aussi un apport extérieur, hein, les petits hommes verts, par exemple, ou Dieu, comme vous voulez. Mais toujours est-il que si nous ne mourrons plus, il n'y aura plus d'évolution. Notre race va mourir. Et en fait, on va dégénérer. Ouais. Alors, tous les gens qui cherchent l'immortalité, ce sont des égoïstes patentés. Ce sont eux, du coup, des virus, d'accord ? Qui n'ont pas compris que c'est notre mort qui va faire évoluer notre espèce. Et que la mort est en cela un don pour perpétuer notre espèce, d'accord ? Parce que s'il n'y a plus de reproduction, s'il n'y a plus de sexualité, il n'y a plus d'accident possible et pas d'évolution. Pas d'amélioration. Des fois, ce sont de mauvaises améliorations. Et ça peut être quelque chose dont on n'avait pas besoin. Mais en général, ça va dans le bon sens. Notamment si on laisse faire un peu la nature dans ces sélections. Donc ça, c'est très puissant, très intéressant. Les gens qui veulent devenir immortels, ce sont des virus. Hein. Ils vont dégénérer notre espèce. Ils vont tuer l'espèce humaine. Alors, je passe maintenant à la partie politique, parce que là, c'est une bonne transition pour aller dans la politique. Donc, vous voyez cette idée, le transhumanisme, pour soigner, eh bien, moi, je ne suis pas contre le progrès, même si je me dis traditionnel, je ne suis pas un réactionnaire idiot, mais je ne suis pas non plus un progressiste. Je ne veux pas changer notre biologie trop rapidement. Elle évolue comme nous avons évolué, mais il faut laisser le temps au temps. Hein. Brusquer les choses ne va jamais dans l'amélioration, mais dans la catastrophe. Vouloir l'immortalité pour l'être humain est une stupidité. Parce que d'un point de vue politique, c'est la mort d'une race, d'une ethnie, d'une espèce. D'accord ? Ne pas renouveler le sang, faire un état de caste qui est le problème politique majeur en France, c'est-à-dire avoir une caste dirigeante qui est la même et qui se reproduit peu et qui n'a pas beaucoup de sang neuf ou très peu, est une dégénérescence. D'accord ? Et donc, c'est l'idiocratie dans laquelle nous sommes. Nous sommes dirigés par des idiots qui sont déconnectés du monde réel, qui ne veulent plus se reproduire, qui veulent diminuer la race humaine, enfin le nombre d'habitants sur la planète. Donc là, c'est Fauci, hein, le livre qui en parle aussi, qui a des programmes biologiques, etc., etc. Parce qu'elle ne veut pas la vie, elle veut la mort en réalité. Elle veut donc sa propre immortalité, mais pour cette élite, naturellement, plus de reproduction ou très peu, et donc plus de vie. Puisque c'est dans l'accident, c'est dans la reproduction, c'est dans l'apport de bactéries, de virus, que nous évoluons. Et je le redis, en général, par itération d'accidents et d'amélioration, nous nous améliorons. Sur le long terme, nous nous améliorons, même si sur le court terme, des fois, il peut y avoir des accidents qui nous paraissent étranges ou même mauvais. Mais sur le long terme, nous avons évolué dans le bon sens de l'adaptation. C'est quand nous voulons intervenir nous-mêmes dans cette évolution, qui n'est pas forcément divine, elle peut être tout à fait naturelle, biologique, ou les deux. C'est lorsque l'humain veut faire trop de changements, hein, c'est l'apprenti sorcier de Disney, que les catastrophes arrivent. Et le transhumanisme, poussé à son paradoxe, c'est-à-dire la vie éternelle, sera la pire des choses, ça sera le début de la fin de notre espèce. Vous voyez, c'est quand même important. Alors, l'eugénisme et le transhumanisme va également dans le sens de ce que monsieur Adolf Hitler avait essayé de mettre en place. C'est-à-dire, je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais je vous conseille de lire De Garland, d'autant plus qu'il est gratuit téléchargeable en PDF. C'est l'histoire de ce monsieur, et c'est l'histoire de ce monsieur qui risque de renaître aujourd'hui, car nous sommes dans les années 30, nous sommes dans une crise similaire à celle des années 30, et deux crises énormes dans lesquelles une petite minorité profite, là du coup ce sont de vrais virus, par des lobbies, par des forces politiques, par cette caste, ceux qui veulent devenir éternels.
dérèglent le monde et vont créer des tensions énormes, énormes. Et d'un point de vue politique, si on applique le transhumanisme, l'eugénisme au sens politique, et qu'on laisse plus les accidents de l'évolution arriver par des mélanges, par des apports extérieurs, etc., de manière régulée et intelligente, hein, on ne fait pas un remplacement, eh bien, l'eugénisme va créer l'idée d'une race supérieure. Et l'idée d'une race supérieure est quelque chose qui n'est extrêmement mauvais, négatif, puisque ça, c'est vraiment l'application de dire « moi, je fais partie de la race supérieure, donc vous, si vous êtes de la race inférieure, vous êtes un virus, du coup, je peux vous exterminer sans aucun problème. » On peut donc, la caste, aujourd'hui, c'est moins une race qu'une caste ou une élite, hein, mais c'est la même idée, c'est-à-dire que nous, on a la connaissance, le savoir, nous, on est intelligent, nous, on peut se reproduire, et encore, puisqu'on va devenir éternel, pourquoi se reproduire? Éventuellement, me cloner pour avoir un corps plus neuf, mais sans apport, parce que je suis parfait, je suis quasiment divin, je suis tellement intelligent, tellement beau, pourquoi me reproduire? Pourquoi prendre le risque d'une évolution, si je suis parfait? Disent-ils, hein. Bon, voilà. Vous saisissez l'idée. Et ça, Hitler, Goebbels, Himmler, ils auraient adoré ça. Hein. Bon, voilà sur la partie, si vous voulez, politique. On ne peut pas définitivement vouloir transformer notre évolution par un traitement scientifique mal maîtrisé. D'autant plus que l'idée finale est la vie éternelle, l'immortalité est quelque chose d'extrêmement mauvais, puisque c'est dans la mort, dans notre mort, que nous faisons évoluer nos enfants. Voilà pour un peu la partie, si vous voulez, politique. Maintenant, je vais rentrer dans la conclusion, qui sera un peu plus longue que d'habitude, parce que c'est là où je vais parler un petit peu de complotisme. Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que sans virus, il n'y a pas de vie. Sans bactéries et virus, il n'y a pas de vie. Sans virus, les bactéries seraient trop puissantes, se reproduiraient trop, etc. Donc le virus est un régulateur des bactéries, et les bactéries sont ce qui nous font vivre. Une fois de plus, il faut laisser les bactéries et les virus vivre, se reproduire. Si nous luttons trop contre eux, ils vont muter et devenir dangereux. Sans parler de la possibilité qu'ils soient transformés par l'homme. Et ça, c'est peut-être le cas du Covid, du SARS-CoV-2, dont vous avez entendu parler, dont vous êtes peut-être tombé malade, etc., qui est quand même quelque chose d'étrange. Alors, je ne dis pas qu'il a été créé, je pense qu'il est tout à fait naturel, parce qu'il vient de la région d'ailleurs d'Asie du Sud-Est, et dans les premiers variants ici, il y avait très peu de malades, parce qu'il y avait une sorte d'immunité, à mon avis, collective. Et puis après, plus il a muté, plus là, il est revenu en effet boomerang, et là, il y a eu, pas énormément de morts, hein, mais il y a eu quand même des morts. Voilà, comme partout ailleurs, on s'interroge parce que c'est très étrange. Et là, si on se réfère un petit peu au livre de Real Anthony Fauci, il y a quand même des vraies interrogations, puisque aujourd'hui, maintenant qu'on a le recul nécessaire, on peut quand même se poser légitimement la question, est-ce que ce virus a été utilisé à des fins politiques? Très certainement à un niveau ou à l'autre, pour le contrôle de la population, etc. Je ne dis une fois de plus pas qu'il a été créé de toutes pièces, mais il a pu être modifié. Ou alors, tout simplement, par opportunisme, on a profité de cette situation, pas forcément dans une idée de conspiration, hein, mais voilà, on profite de ça, on met des règles pour nous enfermer, pour nous contrôler. En même temps, il y avait des petits problèmes politiques en France avec les gilets jaunes, ça tombe bien, etc. Vous voyez, c'est souvent complexe, c'est pas un événement, c'est plusieurs choses qui s'enclenchent, et il y a des profiteurs qui mettent en place des systèmes par rapport à ça. Mais par contre, ce que ce livre révèle tout de même, c'est que aujourd'hui, on sait que, un, c'est un désastre économique, deux, c'est que le nombre de morts liés à l'enfermement, c'est-à-dire lié à la politique mondiale, et c'est quand même étrange que tous les pays du monde se mettent d'accord quand même, quasiment tous, sur cette politique de restriction, d'enfermement, j'ai oublié le terme exact, c'est de confinement, voilà. Cette politique
a engendré en réalité plus de morts que la maladie, que le virus lui-même. Et ça, on le sait aujourd'hui, d'accord? Par des dépressions, par d'autres maladies qui s'accumulent, par des non-soignements de maladies, etc., etc., etc. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en réalité, les morts directes de ce virus sont liées à de la comorbidité, d'accord? C'est pas des morts directes, hein. Voilà, moi, je vais pas parler de mon cas, mais d'une manière générale, que vous soyez vacciné ou pas vacciné, en général, vous tombez malade aussi. Et la propagation du virus est peut-être même, aujourd'hui, on le pense, peut-être même plus contagieuse si vous êtes vacciné. Bon, voilà, donc vous voyez, avec tout le recul qu'on a aujourd'hui, on aurait pu quand même, d'abord faire un mea culpa général, comprendre, au début on a eu très peur et on peut le comprendre, mais maintenant on a le recul, ben non, pas vraiment, on continue, etc. Les politiques de contrôle de population n'ont pas changé. Les grosses compagnies pharmaceutiques gagnent toujours autant d'argent. Voilà, donc il y a quand même tout un faisceau d'indices qui laissent croire que ce n'était pas une volonté délibérée. Moi, je pense plutôt que ça a été, comment dire, des occasions qui se sont présentées à des gouvernements peu honorables qui sont sautés dessus pour encore plus nous contrôler et rester en place. C'est la caste qui se défend. Hein, c'est le changement civilisationnel que nous vivons aujourd'hui. Il est à plusieurs niveaux. Et par exemple en France, c'est cette petite caste qui a le pouvoir, qui veut se maintenir, qui ne veut pas de sang nouveau, qui ne veut pas se renouveler, qui veut devenir immortel au détriment du bien-être général et collectif. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais je vais résumer cette histoire de ce que c'est qu'un virus, un microbe, une bactérie. C'est que il ne faut pas toujours chercher à lutter contre un virus. Il faut souvent le laisser un peu faire. La nature va réguler. Vous savez, vous avez deux options. Vous avez deux grandes voies, deux grandes écoles, on va dire. Là, je me réfère encore au livre, à ce livre. C'est que vous avez deux grandes écoles. Celle qui dit qu'il faut tout de suite du vaccin, c'est-à-dire le côté médicamenteux à fond la caisse. Alors ça, c'est du lobby de laboratoire, hein. C'est comme la guerre en Ukraine, hein. Il y a du lobby d'armement derrière, hein. C'est quand même, voilà, le monde est quand même dirigé par des gros lobbies. Et les deux énormes lobbies, ça tombe bien, hein, et là, c'est des faits, hein, c'est pas du tout du complotisme de ma part, c'est que c'est le lobby de la pharmacie, donc tout ce qui est chimique, hein, et ce lobby pharmaceutique rejoint le lobby de l'armement qui est le second lobby, car ils ont une racine commune, qui a été notamment bien développée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Produits chimiques, essences chimiques, zyklon B, gaz, voilà. Hein. Les Allemands sont très forts là-dessus, et c'est pas étonnant que dans les trois grandes sociétés de produits chimiques, vous avez Bayer, qui est un gros acteur. Et donc ces lobbies se rejoignent, hein, mais bon, c'est quand même deux lobbies différents, mais le lobby de la Big Pharma et le lobby de la Big Weapon, on va dire, dirigent un peu le monde aujourd'hui. Hein. Ils sont très forts, ils ont une telle puissance financière que peu d'États peuvent résister. Hein. Et puis derrière, vous avez des trucs comme BlackRock qui, eux, investissent partout dans les deux, qui vous remettent une couche, qui vous disent il faut acheter ça, il faut consommer ça, ça fait tourner la machine. Alors, donc ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, vous avez deux philosophies. Vous avez la philosophie du médicament à tout va, donc le vaccin, vaccin, vaccin. Et là, ça va de la Chine à l'Occident. Hein. C'est une puissance de contrôle, c'est une puissance de soumission des populations. Voilà. Et ensuite, vous avez l'autre idée, c'est de laisser faire un peu la nature. C'est que vous n'avez pas besoin de... Je veux dire, moi, je suis tombé malade 2 fois. Je ne suis pas vacciné, c'est un choix personnel, hein. C'est pas du tout que je ne voulais pas forcément, mais ici au Cambodge, c'était le vaccin chinois, donc à la limite, ça ne m'aurait pas plus dérangé que ça, parce que c'est un vrai vaccin, lui. Mais c'est que ça m'embêtait d'aller, je ne sais pas où, me faire vacciner, enfin bref. C'est mon côté paresseux. Et donc, je suis tombé malade 2 fois. La première fois, c'était un peu dur, la deuxième fois, c'est très, très rapide. Mais j'ai laissé faire, j'ai pris aucun médicament. Peut-être la première fois, j'ai dû prendre de l'aspirine ou... du Doliprane, je ne sais plus. Voilà. Mais en réalité, il ne faut même pas en prendre parce qu'il faut laisser faire la température. Vous savez, une des idées tout à fait, quand on parle de bactéries, de virus, etc., mais si vous êtes infecté par un virus, en réalité, votre corps, si vous êtes en bonne santé, hein, j'entends, hein, si vous êtes normal,
et que vous avez une bonne alimentation, etc., saine, pas de surpoids, pas de maladies, de comorbidité, etc., votre corps va évacuer le virus de manière très naturelle et très simple. Et la température qui monte est un bon signe, c'est que votre corps se défend. Vous voyez ? C'est comme la surconsommation d'antibiotiques pour les bactéries, hein, parce que je rappelle qu'un virus ne peut pas être combattu. Si l'Occident, qui a surconsommé, notamment la France, qui surconsomme des médicaments et qui surconsomme des antibiotiques, ça ne sert plus à rien. Parce que les bactéries s'adaptent. Vous vous souvenez de l'histoire de la syphilis? On va retourner là-dessus, on va conclure là-dessus. Pourquoi il y a 2 syphilis? Pourquoi la syphilis dans le Nouveau Monde était pas mortelle, presque bénigne, un petite rougeur de peau, etc. Et que la syphilis en Europe est mortelle et au stade 3 dans des souffrances abominables? Tout simplement parce que dans le Nouveau Monde, la culture fait que le virus n'a pas eu besoin de muter parce qu'il pouvait se transmettre, parce qu'un virus a besoin de se transmettre, c'est son but sur Terre, comme nous, c'est la reproduction pour perpétuer la vie. Eh bien le virus, lui, il est aussi vivant, enfin même si certains scientifiques, comme il n'a pas de cellules, disent qu'il n'est pas vivant, mais bon, tout de même, il se reproduit. Eh bien si on le laisse se reproduire de manière naturelle, et non contraignante pour lui, il n'a pas besoin de devenir plus dangereux, de muter, de trouver des astuces, des voies, etc. Et en Europe, ça a été le cas. Il devait être au début comme le virus d'Amérique, et au fil de la complexification de nos sociétés, du fait qu'il n'y ait plus de contact, à cause de la religion chrétienne peut-être par exemple, y avait-il plus de contact chez les anciens Celtes? Peut-être, on ne sait pas. Également climatique, les habits chauds et ainsi de suite, a fait que le virus a muté, qu'il est devenu mortel et qu'il s'est transmis par voie sexuelle, le seul moment où, dans le noir, lumière éteinte, etc., l'homme et la femme, en général, vont faire l'amour. Vous voyez, c'est quand même extrêmement intéressant. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je vous invite à lire le livre si vous lisez l'anglais. C'est intéressant. Moi, il se lit vite si vous le lisez de travers parce que ce qui est important, c'est les chiffres, les tableaux, les choses, etc. Mais c'est intéressant et sans tomber dans un esprit complotiste. Hein. Là, on a du recul maintenant et on peut analyser les choses froidement et sereinement, sans dogme religieux, sans tomber dans l'idiocratie et l'imbécilité des dogmes, de cette volonté de séparer, de mettre dans des cases, etc. Rien n'est tout blanc, rien tout noir, on le sait, mais il y a tout de même des parts de vérité à prendre. Restons, si j'ai un conseil à vous donner, c'est restons intelligents, essayons d'avoir une critique et une analyse pertinente, ne vous faites pas enfermer dans des dogmes politiques, et lisez Révolution, vous en saurez un peu plus sur tout ce qui est physique quantique, etc., la crise de subprime, voilà, c'est une bonne introduction à beaucoup de points que j'aborde. Doggerland, c'est le risque absolu de là où nous allons. Nous sommes dans la même situation que les années 30 en Europe. Nous allons vers une crise majeure. Nos dirigeants sont complètement fous. Soit ils sont totalement idiots, ou soit ils sont totalement corrompus, ou les deux à la fois, et qu'ils vont aller dans leur super bunker sur Mars, ou s'injecter le virus de l'immortalité et vivre entre soi sans plus aucune sexualité et reproduction et amour. Voilà, ça c'est Doggerland. Et bien évidemment, les solutions, quelles sont les solutions pour nous en sortir, pour nous protéger, nous, le peuple, le petit peuple qui voulons continuer à aimer nos femmes et à faire des enfants et à nous reproduire et à laisser la vie agir, ne pas aller dans le tout médicamenteux, laisser faire un peu la nature, laisser faire le bon sens, avoir du bon sens. C'est ça l'intelligence du petit peuple, c'est le bon sens. Les pieds sur terre, les mains dans le cambouis, les travailleurs, ceux qui ne sont pas déconnectés de la réalité. Espace et paix, ce sont des solutions pour essayer de vivre ensemble en harmonie le mieux possible. Et je le redis dans ma conclusion, je refais une conclusion. Nous avons besoin des virus et des bactéries pour vivre. Donc nous avons aussi besoin des autres pour vivre. Mais il faut que ces virus ou ces bactéries, alors ce n'est pas un mauvais comparatif ou un jeu de mots,
Vous comprenez le sens. Moi-même, je suis au Cambodge un étranger, donc je suis cet apport, je suis une sorte de virus, de bactérie dans la civilisation cambodgienne, et j'apporte des choses. Et ils savent le prendre, et ils sont contents. Vous voyez. Mais si demain arrive, je ne sais pas moi, 20 millions de Français au Cambodge, ils seront plus contents. Hein, parce que là, ça devient effectivement un problème. Voilà, il y a des nuances à garder en tête. Ben, c'est la même chose en France, c'est la même chose partout. Merci. Je vous dis à très bientôt. Lisez, renseignez-vous, ne tombez pas dans des dogmes, restez intelligents et éveillés. Nous vivons un moment à la fois extrêmement inquiétant, grave, mais également peut-être la possibilité de créer une nouvelle société et de créer un monde meilleur. À très bientôt.